Les actualités de cette semaine de la moto, c'était quand même quelque chose d'assez énervé. On a parlé de beaucoup de trucs, des annonces qui ont été totalement fracassantes. Et puis peut-être de news, pas forcément moins importantes, mais que j'ai pas eu le temps de vous couvrir. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau format. Vous avez dû vous en rendre compte, je fais maintenant des vidéos d'actualité beaucoup plus souvent, mais de façon individuelle. Je traite chaque nouvelle news d'une importance moyenne à grande sur des vidéos séparées afin que vraiment vous puissiez ne regarder que ce qui vous intéresse. Et à la fin de la semaine, tous les dimanches soirs, je vous proposerai un grand débrief de l'actualité de la semaine dans laquelle je reprendrai toutes les news importantes en format un peu plus condensé et vous pourrez aller les regarder par vous-même sur les liens que vous retrouverez sur cette vidéo-là et aussi les news que je n'ai pas eu la possibilité de couvrir. Donc, si vous ne connaissez pas la chaîne Roadsters TV, un petit abonnement, ça fait extrêmement plaisir, ça me soutient. Petit like et commentaire aide le référencement de YouTube à savoir à qui suggérer la vidéo et du coup à se développer un petit peu plus. Voilà, c'est dit pour le petit soutien. Et donc on va commencer par une news que je n'ai pas eu la possibilité de couvrir. La FFMC, la Fédération Française des Motards en colère, une organisation qui est bien connue pour des actions dans le but d'aider les motards, a appelé à une manifestation massive sur Paris aujourd'hui, en raison de quoi, vous le savez, le passage du périphérique à 50 km/h qui a notamment engendré un certain nombre de problèmes, comme celui de ralentir énormément la circulation et pas que, de proposer aussi potentiellement des problèmes de sécurité pour les motards. Donc on reprend ici le site actu.fr qui nous dit que quelques jours après le passage à 50 km/h sur tout le périphérique, la Fédération Française des Motards en colère de Paris organise une manifestation dimanche 20 octobre. Pour eux, c'est la goutte de trop. Depuis le début du mois, le périphérique autour de la capitale est limité à 50 km/h et cette décision de la mairie de Paris ne ravit pas tous les usagers. Bah oui, tu m'étonnes, parce que effectivement, le fait de rouler plus lentement, c'est une chose qui s'entend, ne s'entend pas, c'est pas à moi de le décider. Mais par contre, le problème, c'est que le périphérique passant à 50 km/h, ça va engendrer de fait que les voitures, et les motos, tout simplement, doivent circuler sur la même voie et non plus autoriser l'interfile, qui, je vous le rappelle, est toléré. L'interfile, c'est pas quelque chose qui est véritablement autorisé. Et du coup, les motards vont devoir maintenant, les motards et les deux roues en règle générale, vont devoir rester sagement derrière les voitures. Sauf qu'en fait, les personnes qui ont décidé ça n'ont manifestement aucune notion de la réalité de ce que c'est que d'emprunter le périphérique parisien, parce que non seulement ça va rajouter des kilomètres, des dizaines, des centaines de kilomètres en termes de bouchons, puisque à partir du moment où vous rajoutez des usagers qui font, 1m50, 1m60 de large pour 20 000, 30 000 d'euros qui circulent chaque jour dans Paris et sur le périphérique, je vous laisse imaginer le problème. Donc effectivement, la FFMC a trouvé ça un petit peu dingue, et donc ils manifesteront contre les 50 km/h et le dommage collatéral, l'abaissement de vitesse, les deux roues ne peuvent plus circuler entre les voitures, c'est ce que je vous disais. La fédération demande le rétablissement de l'interfile pour des raisons de sécurité et de fluidité sur l'axe, parce que comme j'en avais discuté lorsque j'avais fait la vidéo annonçant justement la fin de l'interfile, le problème c'est que si vous avez deux voitures, une devant vous et une derrière vous, alors que vous êtes à l'arrêt ou à des vitesses très basses, des accrochages sur le périphérique, ça arrive tous les jours, sauf que quand c'est entre deux voitures à 5 km/h, en règle générale, la fin du problème, c'est de la tôle cassée. Quand vous avez un motard entre les deux, ça risque de vraiment être beaucoup plus problématique, et donc la FFMC a décidé de manifester. Elle se passe en ce moment même, au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, il y a cette manifestation qui est en cours. Je souhaite vraiment de tout cœur que, on puisse avoir quelque chose qui véritablement fonctionne, parce que pour le coup, c'est une décision qui est totalement stupide, il faut dire ce qui est, et je pense véritablement que là, ça ferait vraiment du bien que l'interfile soit remise en place, parce que les 50 km/h c'est déjà compliqué, mais si en plus on doit se retrouver à prendre des risques avec des voitures devant et derrière nous, je pense qu'il ne peut y engendrer que des gros problèmes. Deuxième news dont je n'ai pas pu parler, c'est les annonces du côté de chez KTM, et elles n'ont pas été petites puisque le constructeur autrichien a fait deux grosses annonces. La première concernant leur boîte de vitesse automatique, l'AMT, qui va être notamment intégrée à leur nouvelle super adventure que vous pouvez voir ici, la 1390. D'ailleurs, on peut avoir le look de cette machine qui me paraît vraiment assez sympathique. J'aime bien ce qui se passe, même si elle est en coloris camo, mais je pense que la machine va avoir une petite tête assez chouette, et du coup, effectivement, comme les autres constructeurs,
KTM se met à l'automatisation des boîtes de vitesse, et je pense qu'à mon avis, ce n'est pas nécessairement quelque chose de mal à partir du moment où on peut toujours ressentir le plaisir de sa moto. Regardez quand même un petit peu ce qu'ils en disent. Ça commence très bien, hein. Oublie la boîte de vitesse de ton grand-père. Donc ça, tout de suite, hein, c'est le style de KTM d'être un petit peu subversif, on ne leur en veut pas. Et donc, la boîte de vitesse robotisée efface les lignes entre sport et confort. L'intérêt de la boîte est que le pilote peut choisir entre le mode manuel et la boîte de vitesse entièrement robotisée. Et selon le mode de boîte de vitesse que le pilote a sélectionné, le passage de vitesse est automatique ou manuel par actionnement du sélecteur de changement de vitesse ou du commutateur de vitesse. Alors très intéressant, il parle bien d'actionner un sélecteur de changement de vitesse. Est-ce que ça veut dire qu'on maintient quand même un sélecteur au pied, pour garder quand même cet ADN sportif qu'on connaît à KTM, ou est-ce que ce sera juste au commodo? Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ce qui est aussi intéressant à voir, c'est que l'actionneur du passage de vitesse électromécanique qui passe les vitesses ne fait que 50 millisecondes, ce qui est performance comparable à une boîte de vitesse traditionnelle avec le quick shifter. Et on a un ordre d'allumage et de séquence de passage des vitesses conventionnelles, qui n'est plus de 1N 2, 3, 4, 5, 6, comme vous le savez, mais PN 1, 2, 3, 4, 5, 6, le P étant l'abréviation de parking, ce qui permet notamment de verrouiller la machine et d'éviter qu'il y ait des problèmes. Bien évidemment, un mode manuel permet effectivement de passer les vitesses. Le sélecteur de vitesse à pied traditionnel, donc vous voyez, hein, c'est mentionné quand même, à gauche du moteur est actionné. Il active un capteur qui envoie un signal de changement de vitesse à l'électronique, exactement comme un Quick Shifter Plus. Mais il peut aussi passer les vitesses à l'aide de commutateurs de vitesse situés sur le commodo gauche. Donc, vous voyez, je pense que là, KTM, ils se disent, on va satisfaire tout le monde, on va essayer de faire en sorte que ça marche aussi bien pour les réfractaires que pour ceux qui embrassent les nouvelles technologies. Et du coup, le meilleur des deux mondes permettant de le faire au pied ou à la main. Pourquoi pas après tout? Je pense qu'à terme, ça va disparaître quand même au niveau du pied. Il faut le temps que la communauté motarde s'y fasse. Et même moi, je pense que c'est quelque chose auquel j'aurais beaucoup de mal au début. Mais voilà, c'est une nouvelle ère, hein, pour KTM. Et on a aussi un mode auto, bien sûr, avec 3 possibilités de choisir entre 3 boîtes de vitesse différentes, 3 modes confort, street et sport, qui fonctionnent en interaction avec chaque mode de conduite de la moto pour garantir une utilisation optimale des réglages de la boîte de vitesse. Le changement de vitesse manuel en sautant des vitesses ou non est possible, le plus simple étant d'utiliser les commutateurs de montée et de descente, donc ça reste quand même possible, et dans ce cas, le mode entièrement automatique est désactivé pendant 4 secondes puis se réactive. Je pense que là, on voit clairement que KTM est en train peut-être de mettre au point le système le plus complet, le plus exhaustif, parce que là on a des mélanges de plein de choses. On a un peu de e-clutch, on a un peu de ASA, on a un peu de YAMT, hein. Tout ça ce sont les systèmes qui existent chez Honda, chez BMW, chez Yamaha, pour en faire une sorte de mix, de fusion, qui coûtera très probablement plus cher, mais qui permettra peut-être de contenter tout le monde. Si le pilote souhaite plus d'accélération et ouvre les papillons des gaz de manière très soudaine, le système active une fonction de rétrogradage kick-down et passe une vitesse inférieure. Alors ça, je suis extrêmement curieux de voir ce que ça va donner, parce que on sait que les KTM, en règle générale, c'est des motos qui en ont un peu dans le ventre et qui sont un peu coupleuses. Si le truc est mal géré, parce que je ne pense pas que ce sera le cas, mais imaginez que vous êtes en 4e rapport sur votre 1390 Super Duke ou votre 1390 Super Adventure, vous ouvrez comme un goré à fond, et là, la moto claque 2 rapports en bas, et vous vous retrouvez en seconde avec 15 mètres kg de couple à la roue arrière, et vous vous envolez. Bon, je pense bien quand même qu'ils ont pensé à corriger ça, et à ce que ce ne soit pas un problème, mais c'est quand même assez intéressant de voir ça. Donc, juste pour terminer, hein, bien sûr, le pilote peut aussi commencer à rétrograder en fermant rapidement les papillons de gaz. Les dépassements sont ainsi plus faciles en sélectionnant en amont la vitesse la plus adaptée. On voit que le système est quand même assez transparent. Les avantages de cette boîte sont que c'est une technologie très innovante avec une augmentation minime du poids et des dimensions de châssis inchangées, contraintes réduites, confort de pilote accru, sans calage du moteur ni embrayage actionné, conduite très agréable et nombreuses options proposées pour que chaque pilote configure le système selon ses préférences. Et alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez vrai, hein, c'est que KTM sont en train de faire un truc qui me semble quand même plutôt adapté à chaque pilote. Ça, on ne peut pas leur reprocher. On verra bien, hein, moi quand j'aurai la possibilité d'essayer une 1390 SAS ou bien une Super GT, on verra ce que ça donne, mais je suis quand même assez enthousiaste à l'idée. Alors, juste encore un petit truc concernant KTM, ils ont annoncé des nouveaux écrans, et c'est très intéressant puisque vous avez 2 nouveaux modèles d'écran. Vous en avez un ici qui est au format portrait, qui ressemble exactement quasiment aux dalles qu'on a sur les 800 NK Advanced chez CF Moto, hein, et c'est pas pour rien, il y a une filiation très forte entre les deux constructeurs, mais également ce petit écran, ma foi, extrêmement mignon,
qui n'est pas sans vous rappeler, j'imagine, celui de la Ducati Panigale 2025, hein, fait vraiment penser à ça. Donc est-ce que nous rentrons dans une ère d'écran un petit peu, on va dire, plus fin et qui sont vraiment pensés pour avoir une espèce de longueur pour peut-être afficher les informations de façon un petit peu plus claire ou un petit peu plus détaillée selon tout ce que les constructeurs veulent mettre dedans. C'est quelque chose d'assez intéressant. Je vous montre ici rapidement sur la Panigale. Regardez, hein, l'écran, ça fait vraiment penser exactement au même. Hein. Si on regarde ici les deux, on a quelque chose qui est très simple. Alors, il y a des choses qui sont très intéressantes parce qu'ils expliquent bien que l'écran est équipé de touches tactiles inductives, donc ça va devenir un écran tactile, ça c'est extrêmement intéressant. Technologie d'écran collée à revêtement anti-reflet, anti-trace de doigts et anti-éblouissement. On passe à 256 couleurs contre 65 000, donc on passe sur un écran qui est encore peut-être plus agréable et plus nuancé dans ce qu'il affiche. Ça permet d'accéder aux informations par tous les temps. Il reste ainsi réceptif aux actions avec ou sans gants. Les boutons de raccourci sur l'écran principal éliminent également le recours à des contacteurs auxiliaires, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. On voit que les commodos sont retravaillés, hein, vous pouvez le voir ici, hein, et notamment là, on a vraiment un nouveau système avec une espèce de joystick qui est contrôlé, sachant que KTM, ça fait partie des constructeurs qui ont très souvent fait évoluer leur Komodo. Moi, je sais que depuis la Super Duke V1, il y a eu 3 générations différentes de Komodo, donc ça a quand même beaucoup évolué dans le temps, et ils sont vraiment dans l'esprit d'être à la pointe de la technologie. Écoutez, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Ces écrans ont l'air quand même assez chouettes. On peut se poser la question de comment on posera un quad lock pour avoir le GPS, mais peut-être que finalement ça ne sera plus nécessaire si on a une belle connectivité avec une intégration de navigation sur les machines. Mais écoutez, j'ai hâte d'en voir un petit peu plus. Donc voilà pour les news de KTM, et maintenant nous allons parler de la grosse annonce finalement qu'on a eu quand même il y a une semaine, la moto que tout le monde attendait depuis tellement longtemps. Il s'agit bien évidemment de la Yamaha R9, la nouvelle sportive du constructeur haut diapason qui a fait beaucoup de bruit, tant bien qu'en mal d'ailleurs. Tout le monde n'a pas accueilli cette nouvelle machine avec entrain et enthousiasme. Il y a certains qui trouvent que le moteur est trop limité, d'autres qui trouvent que l'esthétique est trop proche de celle d'une Yamaha R7. Toujours est-il que, écoutez, c'est une machine qui vraiment a fait beaucoup de bruit. Moi, j'ai trouvé que la moto est vraiment chouette et qu'Yamaha ont tapé dans le mille. Et surtout, en fait, ce qui manquait jusqu'au début de la semaine, on n'avait pas le prix de la Yamaha R9, et c'est désormais chose faite puisque la machine sera proposée à 13 499 €. Alors, certains diront que c'est un prix trop élevé parce que, on va avoir les concurrentes CBR 600RR et ZX6R, qui elles sont à 11 999 €, je crois, ou même 11 599, donc 2000 € d'écart. Le fait est que ces machines ne sont pas pour moi concurrentes de la R9 parce que le positionnement moteur de la machine et sa technologie et ce qu'elle embarque est pour moi plus poussé, mais toujours est-il que effectivement peut-être que les gens se poseront la question au moment de l'achat. Prendrais-je une ZX6R, prendrais-je une CBR 600RR, prendrais-je une R9 ? Eh bien ça, écoutez, je pense que les essais sauront peut-être départager les utilisateurs. Moi, j'ai hâte d'essayer cette machine et de voir un petit peu ce que ça donne. Petite information également, puisque ce n'est pas mentionné actuellement sur le site de Yamaha, mais les concessions ont reçu cette information-là. Il y a un prix pour une R9 35 kW, donc une version A2. Donc il semblerait bien que la machine va sortir en version bridée. Chose très intéressante, je trouve, pour les jeunes motards qui ont des moyens, qui ne commencent pas nécessairement le permis à une période de leur vie où financièrement c'est compliqué, ou juste qui peuvent se le permettre, d'avoir accès à une vraie sportive parce qu'on a des demi-guidons qui sont bas à une position assez radicale, mais avec un moteur quand même plus vivant en termes de couple que celui de la R7, et donc des sensations un peu meilleures, et surtout une machine qui pourra être tout à fait gardée une fois le permis A en poche, puisque on aura quelque chose qui sera quand même assez énervé, à 13 199 € apparemment, donc 300 € moins cher que la version standard. Mais écoutez, c'est un beau geste de la part de Yamaha de ne pas proposer une version bridée, donc avec des choses en plus, des choses demandées en plus à brider. C'est plutôt chouette. Nous en avons fini avec cette news, et nous avons eu aussi sur le front des énormes machines qui donnent envie un petit peu comme ça de se poser beaucoup de questions. Des news concernant la Tuono, cette machine incroyable de chez Aprilia, ce roadster
que j'adore et qui fait vibrer mon cœur avec un moteur incroyable, le plus beau de l'industrie en termes de sonorité en ce qui me concerne, eh bien il semblerait qu'une Tuono soit en préparation pour 2025, comme l'a relayé Motostation et d'autres sites. Ici vous pouvez le voir, des photos un petit peu volées, on va dire comme ça, avec eh bien des essais d'une Tuono possédant des ailerons, hein. On voit ici la machine possédant eh bien des appendices que les Tuono n'ont pas en règle générale, hein. Donc là on peut vraiment se poser des questions. On est face à une version factory, ça se reconnaît grâce eh bien, aux éléments Öhlins, aux étriers qui ont l'air d'être des stylémas peut-être, hein. Donc on aura peut-être droit à cette évolution maintenant parce qu'on n'avait pas ça sur la machine. Et puis l'amortisseur arrière Öhlins, donc version haut de gamme. Et le théorème que j'ai évoqué, hein, j'en ai fait une vidéo que vous pouvez aller regarder, c'est que pour quelle raison mettre des ailerons si on garde la même puissance? Pour quelle raison garder la même puissance si tous les autres constructeurs sont en train de faire la course avec une Super Duke 1390 qui fait maintenant 190 bourrins, une Speed Triple qui en fait 180, voilà, et eh bien les seuils après qui passent à 200. ZH2, 208 pour les Street Fighter et Brutal, et 210 pour la M1000R de chez BMW. Eh bien peut-être, qui sait, peut-être qu'Aprilia est en train de préparer un revival de sa Tuono en proposant potentiellement le roadster le plus puissant de l'industrie aujourd'hui. Ils ont le moteur pour le faire, hein, je vous rappelle, hein, la RSV4 fait 217 bourrins. Peuvent décider d'orienter leur version factory vers quelque chose d'extrêmement radical et de garder une Tuono standard avec un moteur plus calme à 175-180 chevaux. À voir, c'est très intéressant, mais en tout cas ça fait vraiment partie des choses qui pour moi vont secouer l'ECMA, et j'attends avec impatience d'être à ce salon de Milan pour vous présenter tout ça. Alors, dernière news, vous le savez, le truc qui a cassé la baraque sur cette semaine, au tout début de la semaine, c'est bien évidemment l'annonce de la toute nouvelle CB1000 Hornet. Alors attention, ce n'est pas, on va dire, une nouvelle annonce, puisque la moto a été présentée à l'ECMA 2023, mais nous avons eu la révélation de toutes les caractéristiques de la machine, et notamment deux CB1000R qui vont exister, deux CB1000 Hornet, cette version SP haut de gamme et une version standard. Donc déjà, là-dessus, Honda, ils nous ont un petit peu surpris parce qu'on s'attendait vraiment à ce que la machine soit eh bien, une seule, hein, et non pas deux. Et puis c'est surtout au niveau des caractéristiques, il y a eu pas mal de trucs qui ont été aussi surprenants, comme notamment eh bien, l'apparition d'un 4 cylindres en ligne dérivé de la Fireblade qui ne sort non pas 145 chevaux comme la CB1000R, mais bien 152 sur la version standard et 157 sur la version SP. Donc là, on se rapproche quand même assez fortement d'une MT10 et d'une S1000R, et on dépasse une GSX S1000, concurrente potentiellement directe, et aussi avec des parties cycles très très chouettes, avec côté standard, fourche Showa, USD, SFF BP, et puis des étriers Nissin, et sur la version SP, on a du styléma les amis, et un mono-amortisseur arrière Öhlins TTX36, donc on a quelque chose qui est quand même extrêmement violent, hein, une machine qui est vraiment vraiment intéressante, et la grande inconnue, malheureusement pour vous, oui, pour moi ça ne l'est pas, c'est que le prix de la machine en France n'est pas encore connu. Alors on est passé sur le site belge sur lequel on a vu que la standard était aux alentours de 10 300 € et la version SP à 12 300 €, soit des prix hallucinants, un rapport qualité-prix phénoménal. Même les Chinois ne font pas ça aujourd'hui, même CF Moto n'a pas des rapports qualité-prix aussi élevés. Et eh bien, j'ai théorisé, puisqu'en Belgique, on a des prix qui sont souvent proches de la France, avec un poil plus de prix pour la Belgique, hein, c'est souvent un poil plus cher sur la Belgique, que ces machines pourraient coûter entre 10 200 et 10 500 € pour la version standard, et entre 12 100 et 12 300 pour la version SP. Ce seraient des estimations qui seraient plutôt correct, plutôt réaliste, en tout cas en ce qui se voit sur le prix belge. Eh bien, je peux vous le dire, j'ai eu les prix de ces machines. Je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler ou pas, puisqu'ils n'ont pas encore été révélés officiellement, donc je tairai mon silence. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que vous n'êtes absolument pas prêts à ce qui arrive, parce que la CB1000 Hornet va être un véritable braquage, et la seule chose que je peux vous dire, c'est que je croise tous les doigts de mon corps que Honda ait assez de production pour permettre de livrer des machines, et si c'est le cas,
la CB 1000 Hornet va très probablement s'inscrire dans le top 5 des meilleures ventes de motos en France en 2025, ce qui serait totalement incroyable. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de ce petit débrief de l'actualité de la semaine, une petite vidéo de 20 minutes que vous pourrez consulter à votre aise pour voir un petit peu les news que vous avez manquées. J'espère que ça vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît, si c'est bien d'avoir d'un côté de l'individuel et puis de l'autre côté le résumé pour pouvoir un petit peu regarder quand vous avez raté les news ou quand vous voulez vous faire un grand récap, peut-être revoir un petit peu la Roadsters TV avant le début de la semaine prochaine, quelque chose d'intéressant, et ce sera un rendez-vous qu'on mettra en place de façon régulière si vous ça vous plaît, voilà. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, c'est extrêmement important, je vous le répète, mais vraiment soutenez un peu l'effort, ça aide vraiment beaucoup. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Twitch, même adresse, Roadsters TV, pour souvent avoir ces vidéos en live, où on discute, on échange, vous me donnez vos opinions. C'est vraiment très très cool, et moi j'adore discuter et échanger avec vous. C'est quelque chose qui est beaucoup plus facile pour moi que d'aller dans des conventions, faire des rencontres abonnés, etc. parce que j'ai du boulot jusque là, et je vous avoue que si je dois choisir entre vous fournir du contenu, ce pourquoi j'ai créé cette chaîne, et vous rencontrer et sacrifier la quantité de contenu, je ferai toujours le choix de vous mettre des vidéos parce que l'important pour moi c'est vraiment de vous livrer des contenus et que vous puissiez profiter de ces vidéos. Donc voilà, c'est une bonne façon pour moi de vous retrouver virtuellement et jusqu'au moment où on se voit par exemple sur des salons comme l'ECMA ou encore le salon du 2 roues de Lyon 2025. En attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, très bon début de semaine, ciao.